Alors, je commencerai par une réflexion qui pourrait être humoristique si le sujet n'était pas si grave. C'est que ce sont les gens qui se chauffent au fioul, au bois et quelquefois même au gaz qui ont du mal à payer leur facture d'électricité. C'est un constat. Derrière ce constat, il n'y a que 25% des ménages français avouent, avec un peu de honte, parce qu'ils savent que c'est pas bien, utiliser des radiateurs électriques d'appoint quand il fait froid. Et la proportion est encore beaucoup plus élevée chez les personnes en situation de précarité énergétique, donc des ménages qui consacrent plus de 10% à leur revenu à la facture énergétique. S'agissant des chauffages d'appoint électriques, je rappellerai que les radiateurs mobiles, on en a vendu 1 200 000 l'année dernière, et que ce rythme se tue depuis plus d'une dizaine d'années. Alors quel diagnostic porter là-dessus? D'abord, c'est qu'il est très facile de chauffer à l'électricité. Pour quelques dizaines d'euros, vous achetez dans une grande surface un radiateur d'appoint, vous le branchez, et 6 mois plus tard arrive la facture évidemment désagréable. Donc, ça paraît simple, indolore sur le moment, dramatique par ses conséquences. Ce qui signifie de fait que le diagnostic est réalisé. Si les gens se précipitent sur ces solutions, c'est qu'en effet, la qualité de leur bâti, la qualité de leurs appareils d'utilisation de l'énergie, la régulation qu'ils ont est totalement insuffisante pour leur assurer un confort convenable dans les périodes de froid, et ils recourent au bricolage que je viens d'évoquer. Ça fait le pont entre les considérations touchant la précarité énergétique et les considérations touchant la rénovation. C'est-à-dire que la précarité énergétique restera un éternel problème si subsistent des factures excessives d'énergie, parce que le bâti est de mauvaise qualité, parce que les appareils d'utilisation des énergies sont de mauvaise qualité, et parce que la régulation est défaillante. Alors il y a eu beaucoup de polémiques sur la manière dont il convenait de porter remède à ces situations. Et il me souvient que, au début de l'année 2012, quand j'ai critiqué le projet de loi de finances, en disant en fait qu'il privilégiait excessivement les opérations de rénovation lourde, c'est-à-dire des opérations à 30 000 € pièce par logement, au détriment d'opérations plus légères et dont le rapport coût-efficacité était meilleur, je me suis fait traiter de tous les noms par les ayatollahs des économies d'énergie. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit « Ah, c'est vous, l'homme qui voulait faire de la rénovation partielle. Monsieur, je ne vous serre plus la main. » Tel quel. Alors qu'aujourd'hui, je crois quand même que le bon sens a triomphé. Et qu'on se rend bien compte que pour résoudre un certain nombre de questions, notamment liées à la précarité énergétique, il faut de la rénovation ayant le rapport coût-efficacité le plus satisfaisant possible. Alors, ça passe, bien entendu, par une isolation supplémentaire du bâti lorsqu'elle n'est pas réalisée, mais une isolation, je dirais, basique, à très bon rapport coût-efficacité. C'est-à-dire isoler les combles d'une maison individuelle, calfeutrer les fenêtres, étanchéifier les ouvrants. Si on fait un ravalement, voir si on peut faire une isolation par l'extérieur, mais ne pas se lancer là-dessus sur des dépenses inconsidérées qu'on ne rentabilisera pas. Ça passe ensuite par l'amélioration des appareils. Changer une chaudière au fioul ou au gaz vétuste par une de meilleurs rendements, ça s'apprécie au coup par coup, mais ça peut souvent être très intéressant. Remplacer des convecteurs qu'on appelle communément des grille-pains par des radiateurs électriques modernes à régulation fine, eh bien, grosso modo, à moins de 3 000 € par appartement, vous vous en sortez et vous gagnez beaucoup sur la facture électrique liée au chauffage. Alors, le problème, c'est de savoir comment on les finance. Alors, mes voisins en parleront sans doute de façon pertinente. Moi, ce que je constate sur le terrain, c'est que les gens en précarité énergétique qui auraient le plus besoin de faire ce type d'investissement, c'est souvent aussi des gens en précarité économique qui n'ont pas la capacité de financement et que même si on les aidait à hauteur de 50%,
ils auraient bien du mal à mettre le complément de 5 ou 7 000 euros nécessaire. Et c'est donc devant ce problème crucial que nous nous trouvons. J'ai noté que nombreux sont ceux qui disent c'est pas par la distribution massive de fonds publics qu'on va en sortir. Le moment est venu que les opérateurs prennent l'initiative. Et bien, ça fait partie des sujets dont nous allons discuter. Je pense que la personne qui n'a pas serré la main de Jean Bergugneau ne va pas me serrer la main non plus, parce que je suis maire depuis un certain nombre d'années, et j'ai fait de l'isolation des bâtiments dans les années 85-90. Et à l'époque, c'était même pas l'ADEME, c'était l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie. Et nous avions finalement un audit qui était fait des bâtiments, et avec un chiffrage des opérations donc, à effectuer, et un temps de retour. Donc le conseil municipal, c'est assez facile, et je vais vous dire, tout de suite on nous a dit les sous-toitures, bon, ce qui n'existait pas dans les écoles, donc bon, des vannes thermostatiques aussi. C'est quelque chose donc, qui n'est pas très onéreux et qui est effectivement très efficace. Alors, je le dis aujourd'hui, casquette d'élus, je vais le dire à l'ADEME, par moment, avec les contrats qui sont passés aujourd'hui avec les collectivités territoriales, on veut aller très très loin dans le détail. Je pense que, si je prends mon département, l'ADEME aide une quarantaine de communes avec les CPE, et en définitive, il y en a 744, donc ça prendra du temps. Par contre, concentrons-nous sur ce qui paraît donc essentiel et auquel le temps de retour sera de plus en plus rapide. Et là-dessus, je crois que les équipes municipales, quelles qu'elles soient, sont de plus en plus sensibles à ces questions-là, pour des questions d'environnement et des questions de coût aussi, bien évidemment. Peut-être un mot, si vous le permettez, en écho à ce que Jean Bergugneau disait il y a un instant. Mon rôle n'est pas dans ce domaine de la rénovation énergétique d'avoir des idées. Mon rôle, c'est de relayer à l'égard des pouvoirs publics les idées qu'expriment tous ceux qu'on rassemble dans le plan bâtiment durable. Donc mes idées personnelles n'ont aucun intérêt. Ce qui est important, c'est la capacité qu'on a collectivement à essayer de dessiner un programme de rénovation énergétique qui s'inscrit dans la durée. Alors, je voudrais rappeler deux choses. La première, c'est que jusqu'à preuve du contraire, notre collectivité nationale s'est fixé un objectif à l'horizon 2050 qui est le fruit de ce qu'on a appelé les tables rondes du Grenelle en 2007, qui a été sanctuarisé par une loi dite Grenelle 1 du 3 août 2009, et qui nous dit qu'à l'horizon 2050, il faut que, en moyenne, l'ensemble de nos bâtiments voient leur consommation d'énergie devenir basse. Cette loi ne dit pas le mode d'emploi, sauf qu'elle dit qu'il faut aller plus vite dans la construction neuve que dans la rénovation, ce que chacun comprend. Et à l'intérieur de ce programme, puisqu'on est sur un sujet de développement durable, où il faut conjuguer les données écologiques et environnementales, les données économiques, ne pas faire n'importe quoi, et les données sociales, porter notre attention d'abord aux plus fragiles, on a tout de suite mis l'accent sur le sujet de la lutte contre la précarité énergétique. Et je pense que ce faisant, on s'est assez largement inscrit dans l'idée de Jean Bergugneau, qui est de ne pas mettre la barre trop haut. De quoi parle-t-on? On parle d'aujourd'hui de 4 millions de ménages qui consacrent plus de 10% de leurs ressources à mal se chauffer. Il y a quelques jours, au bureau du plan bâtiment, celui qui représente la FNAIM, les agents immobiliers, disait avoir été dans sa Vendée où il exerce, faire un état des lieux de sortie d'un locataire d'une maison individuelle. Il lui demandait de lui présenter le contrat de maintenance de la chaudière, et le locataire lui a répondu que voilà déjà plus de 2 ans qu'il avait arrêté la chaudière, faute de moyens de l'alimenter, et que donc le contrat de maintenance n'était plus en vigueur.